Elle disait, je ne sais plus quoi faire de moi. Elle disait, j'ai besoin d'être tenue. Je suis trop sollicité. Quand j'étais jeune, je finissais par dire oui. Je n'étais pas très solide. Je ne supportais pas. Le matin surtout. Elle disait, je suis contente. Tu fais quelque chose pour moi. Je vais partir quelque part au soleil. Elle disait, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aimerais faire tout le temps, c'est manger. Elle disait, je lutte tellement pour ne pas m'en aller. Ce qui m'aide, c'est que je me sens aimé. Elle disait, je suis fatigué de l'intérieur. Il n'y a que la charpente qui tienne. Tu auras du chagrin 8 jours, et après tu reprendras ton travail. Elle disait, je suis un pauvre con. C'est pour ça que personne ne m'aide. Si j'abandonnais. Elle disait, j'avais le cœur gros pendant ma promenade. Je faisais le tour de ceux que j'aimais. La vie est trop dure. Je me trouve moche. Je suis tarte. Je suis vieille. Je ne me suis pas changé. Je n'ai même pas pris un bain en rentrant. Si je perds ma tronche, je perds tout. Après le dîner, elle prépare sa tisane à la cuisine. Elle perd l'équilibre et se cogne juste sous l'œil contre l'évier. Énorme coquard violet. Elle est désespérée. Pour elle, c'est un signe. Elle rêve qu'elle est dans un magasin de fromage. La sonnerie du téléphone la réveille au moment où elle mange une part de camembert. Elle admire le dessin du nez et des lèvres de Françoise. Elle disait, rien ne va, je vais avoir un accident, je ne vais pas tenir. Elle disait, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle disait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Elle disait, c'est de confiance dont j'ai besoin par-dessus tout. Elle disait, je n'ai rien, je ne suis rien, je suis obsédée par le temps qui passe. Nous sommes déjà au mois de juillet, la moitié de l'année. Voilà, les toits noirs, c'est ce qu'il voit en face devant chez lui. Puis il y a l'antenne de télévision, et ça c'est un aérateur. Puis il y a des gens qui travaillent dans des bureaux. Mais derrière les toits, qu'est-ce qu'il y a? Quand on est fatigué un peu, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière les toits? Cette route bordée de marronniers avait d'abord été choisie pour l'attentat. La voiture peu après l'attentat. La porte de la mort
dans la petite forteresse. Jan Kubis. Joseph Gapsik. Adolphe Opolka. Jaroslav Svark. Joseph Walsik. Jan Kruby. Joseph Bulbik. Il a perdu toute son eau, toute sa graisse. Il devait être comme ça, dans les fours crématoires. Et il recueillait la graisse. Il recueillait la graisse, ils en faisaient du savon. Qu'est-ce que ça donne? Elle écrivait. Il est 11h40. J'ai pris un Fénergan et bu du vin. Je n'ai pas bien travaillé. Ce soir, j'avais trop sommeil. Ce problème me tracasse. Dormir, dormir. De toute façon, en ce moment, je ne suis pas très bien dans ma peau. Ça tombe mal, mais c'est comme ça. Si je savais que tu tiens terriblement à moi, peut-être cela me donnerait-il un sens de la responsabilité vis-à-vis de toi. Mais je ne l'ai pas, puisque je ne suis pas sûr, puisque je ne sais pas. Alors ça me rend kamikaze. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Peut-être raterai-je mon existence entière à cause de cela. Non, je ne la raterai pas, ou alors je mourrai. Il est 1h10. Tu n'es toujours pas là. Alors mes instructions bouffe sont les suivantes. Tu manges dans la cuisine, tu mets la salade dans le saladier, tu touilles, tu prends 2 pommes de terre qui sont dans le four. Tu les manges avec du beurre si elles sont encore tièdes. Ou comme tu pourras si elles sont froides. Il y a un beefsteak que tu dois te faire cuire si tu en as envie. Mais tu peux peut-être t'en passer car la salade et le chèvre, c'est bon. Les pommes de terre, c'est bon. Et les pommes de terre de Jojo qui sont au four avec un peu de crème fraîche, c'est bon aussi. Dans le fond, tu n'as pas besoin de beefsteak. Je vais le mettre au frigidaire car le faire cuire, tout ça, ça fume, ça sent, c'est compliqué et puis ça fait du bruit. Bien sûr, si tu en as envie, tu le fais cuire sur le grill qui est sorti. Ah oui, la crème pour les pommes est sur la table. Si tu ne manges pas la salade, tu la mets bien fermée dans le torchon qui est également sur la table et tu mets le tout dans le frigidaire. Voilà. Mets-moi un petit mot pour me dire l'heure de ton départ. Mange bien et dors bien. Une fois que tu auras terminé, j'aimerais bien que tu ouvres la porte de ma chambre. Il est 1h20. Ça, ce sont les portes de la cuisine dont il est question, là. C'est l'intérieur des portes des placards de la cuisine. Il a dessiné dessus, sur le bois. Et puis quand il a dû quitter l'appartement, il a dévissé les portes, il a même dévissé les poignées, et les aimants qui sont en bas, on voit une tache blanche là. Et de temps en temps, il les sort.
Il les regarde. Et il pense qu'il y a peut-être dedans une petite énigme à déchiffrer. Les flammes. À droite, l'arrivée du gaz. À gauche, le départ. La boîte à chaussures a remplacé le compteur. Il y avait 2 tuyaux qui sortaient là. Le joint du robinet est écrasé depuis longtemps. Ce tuyau écaillé, c'est l'écoulement d'eau du lavabo. Il avait commencé à peindre le sol en bleu, le sol de la salle de bain. Il a attaqué le mur et il s'est arrêté. Le compteur d'eau froide en haut, le compteur d'eau chaude en bas. Ce sont les 2 seuls objets modernes de la maison. Ils ont été remplacés récemment. Ce sont des Schlumberger
Les anciens s'étaient encrassés et le compteur ne tournait plus. Ce qui faisait que le propriétaire perdait de l'argent. Le tuyau d'eau froide monte vers la chasse d'eau. Elle a le même âge que lui. Elle est complètement entartrée. C'est son estomac. En dessous, ça pourrait être son intestin. La décoration du talon, de la chaussure d'une femme. Un petit paysage bavarois laissé par sa fille quand elle est venue quelques jours ici. Une tapette beaucoup plus ancienne que lui et très bien conservée. Elle ne sert jamais. On ne tape plus les tapis comme ça. La cuvette et la lunette en beau bois. Elle a son âge aussi. Elle est brillante. Il la cire, souvent. Il est beaucoup plus terne. Il s'est beaucoup moins soigné. Les œufs au jambon étaient dans un plat rond. Le jambon était dessous et les œufs dessus. Ils étaient très chauds. Et à la première bouchée, j'ai dû boire une gorgée de bière pour me rafraîchir la bouche. Je m'efforçais de ne pas penser et de rester absolument calme. L'homme qui était sur ma gauche avait enlevé ses lunettes, les avait serrées dans leur étui, avait plié son journal, l'avait mis dans sa poche, et son verre à liqueur à la main, il regardait la salle. Tout à coup, j'ai l'intuition qu'il fallait que je parte. J'appelais le garçon, payais ma note, enfilais mon pardessus, mis mon chapeau et m'élançais dans la rue. Je remontais à l'hôpital sous la pluie. Je trouvais l'infirmière dans le couloir. « Je viens juste de téléphoner à votre hôtel, dit-elle. » J'ai l'impression que quelque chose s'est décroché en moi. Qu'y a-t-il ? Madame Henry vient d'avoir une hémorragie. Puis-je entrer ? Non, pas encore, le docteur est près d'elle. Est-ce grave ? Très grave. L'infirmière entra dans la chambre et ferma la porte. Je m'assis dans le couloir. Le vide s'était fait en moi. Je ne pensais pas, je ne pouvais pas penser. Je savais qu'elle allait mourir et je priais pour qu'elle ne mourût pas. Ne la laissez pas mourir. Oh mon Dieu, je vous en prie, ne la laissez pas mourir. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous ne la laissez pas mourir. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Mon Dieu, ne la laissez pas mourir. Mon Dieu, ne la laissez pas mourir. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Mon Dieu, ne la laissez pas mourir. Oh mon Dieu, je vous en prie, ne la laissez pas mourir. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous ne la laissez pas mourir. Je vous en prie, mon Dieu, ne la laissez pas mourir. L'infirmière ouvrit la porte et du doigt me fit signe d'entrer.
Je m'approchais du lit. Le docteur était debout de l'autre côté. Catherine me regarda et sourit. Je me penchai sur le lit. Mon pauvre chéri, dit Catherine très doucement. Ce n'est rien, Kat, dis-je, tu vas guérir. Je vais mourir, dit-elle. Elle se tut puis reprit. Et je ne veux pas, je ne veux pas. Je lui saisis la main. Ne me touche pas, dit-elle. Je lâchai sa main, elle sourit. Mon pauvre chéri, si va. Touche-moi tant que tu voudras. Tu guériras, Kat, je sais que tu guériras. J'avais toujours voulu t'écrire une lettre pour le cas où quelque chose arriverait. Mais je ne l'ai pas fait. Veux-tu que j'aille te chercher un prêtre, quelqu'un pour te voir? Je ne veux que toi, dit-elle. Je n'ai pas peur. Mais cette idée de la mort me fait horreur. Il ne faut pas t'en parler, dit le docteur. Bon, dit Catherine. Un instant après, elle ajouta. Les choses qu'on faisait ensemble. Tu ne les feras pas avec une autre femme, dit. Tu ne diras pas les mêmes choses. Jamais. Pourtant, je veux que tu aies d'autres femmes. Je n'en veux pas. Vous parlez trop, dit le docteur. Il faut que monsieur Henri s'en aille. Il pourra revenir plus tard. Vous n'allez pas mourir, il ne faut pas dire de sottises. Je reviendrai te tenir compagnie la nuit, dit-elle. Quittez la chambre, je vous en prie, dit le docteur. Il ne faut pas qu'elle parle. Catherine me fit un petit signe de l'œil. Je vais attendre à la porte, dis-je. Ne te tracasse pas, mon chéri, dit Catherine. Je n'ai pas peur du tout. C'est une sale plaisanterie, voilà tout. Ma brave, ma chère petite. J'attendis dans le couloir. J'attendis longtemps. L'infirmière ouvrit la porte et s'approcha de moi. Madame Henri est au plus mal. J'ai bien peur. Il paraît que les hémorragies s'étaient répétées. Rien n'avait pu les arrêter. J'entrai dans la chambre et restai près de Catherine jusqu'à sa mort. Elle ne reprit pas connaissance. Il ne lui fallut pas longtemps pour mourir.
Elle lui avait offert ce piroguier africain quand il était petit. Elle écrivait « Tony s'en va 3 jours par semaine. C'est beaucoup trop souvent pour lui car il se fatigue. Tous les 15 jours, ça serait parfait, me permettant un petit voyage dans la capitale. C'est dur de rester ici seul. Je trouve que sa vue baisse beaucoup. Il me fait infiniment de peine quand il appelle son chien sans voir qu'il arrive vers lui, ou quand il ne peut plus cueillir ses asperges. » C'est une manille qu'elle avait trouvée au bord de la Seine. Elle l'avait gardée. Elle écrivait « Je n'ai pas dormi. Je suis dans un état pas croyable. À mourir, à en terminer. Prends ta gelée royale et ton bain. Je vais porter la voiture de Michel. » Le téléphone est décroché. C'est une coque des Antilles. Il y a un papier à l'intérieur sur lequel il y a un numéro de téléphone 39 43 88. Il fait un temps merveilleux. Je viens de laver mes cheveux. Je suis toute blonde avec le soleil. Je porte ton t-shirt. Finalement, j'en ai trouvé 2 dans ma valise. Elle écrivait. Quand tu étais avec elle, tu n'avais pas besoin d'écrire. Vous étiez si près l'un de l'autre. Avec nous, c'est différent. Nous avons besoin de nous parler, d'écrire, d'essayer de fortifier notre petit fil si fragile. C'est un besoin pour ne pas nous perdre. Tu as grand besoin de moi pour te sortir de ton impasse et moi d'avoir quelqu'un à qui je peux faire confidence. Tout est encore trop tôt pour nous et il faut seulement attendre et voir. Mais c'est dangereux. Nos vies sont si séparées. Tête en papier, faite par son enfant à l'école primaire, il a mis une enveloppe de plastique pour protéger les couleurs de la poussière. Elle écrivait « J'ai beaucoup tardé à expédier ton colis de chemise. Pardon. Elles arriveront peut-être même après cette lettre. Le colis est plein de toutes les choses que je n'y ai pas mises. Mais je pense tant à toi que tu dois y trouver dans les plis, sous les boutons, des milliers de baisers. » Elle écrivait « Que veux-tu que j'écrive ? Je n'ai plus rien à dire. Je tiens à ce que notre enfant soit un être normal, équilibré, heureux. Je l'aime, je le lui prouve à chaque instant. Je ne veux pas que tes passions fugitives la déséquilibrent. Que lui as-tu donné de toi depuis sa naissance ? Pourquoi viendrais-tu t'introduire dans le calme d'une vie quotidienne heureuse ? Comme un coup d'amour qui lui fera trop de bien et trop de mal. Comme tu as fait avec moi. Tu as donné le coup de grâce. Qu'attendais-tu ? Le sursaut ? J'ai trop d'orgueil. Tu sais tout. Tu n'as pas senti ce qu'était un grand amour comme le nôtre. Ou bien il t'a fait peur, alors tu l'as tué. Laisse-nous notre paix, puisque tu ne peux pas nous donner une nourriture simple et sage d'amour quotidien. Il a donné ou jeté les livres qui se trouvaient sur ces étagères. Les mots avaient perdu leur sens, leur utilité, tout comme les images.
de nationalité française, célibataire, charcutier, élevé par ses parents jusqu'à 14 ans, titulaire du certificat d'études primaires et du CAP de charcutier, ni décoré, ni pensionné, se disant sans condamnation, immatriculé à la sécurité sociale. Il nous déclare à 12h30. Hier, vers 14h35 ou 40, je circulais route nationale 12. Je rejoignais mon domicile. J'étais seul à bord du véhicule et roulais à environ 60 km/h. Arrivé en haut de la côte, à proximité d'une place, un véhicule venant de ma droite a traversé la nationale à une vitesse approximative de 30 km/h. J'ai bien vu ce véhicule traverser, à environ 12 mètres de moi. J'ai essayé de freiner, mais le temps que mon véhicule s'arrête, il était trop tard. Je l'avais déjà heurté, sur le côté gauche. J'ai perdu mes esprits pendant quelques instants, sous le coup du choc. Et lorsque je suis revenu à moi, je ne savais plus où j'étais. J'ai vu le véhicule couché sur le côté gauche, sur le terre-plein, et la conductrice qui était à moitié dégagée du véhicule. Seules ses jambes étaient restées coincées. Je lui ai parlé pour lui demander comment elle se sentait. Elle ne m'a pas répondu, mais j'ai constaté qu'elle respirait encore. J'ai dit aussitôt à des automobilistes de passage de vous prévenir et d'alerter les secours. Puis vous êtes arrivés et j'ai été transporté à l'hôpital où l'on m'a soigné. Lors de cet accident, j'ai eu le nez cassé, j'ai passé des radios, j'ai été soigné et j'en suis sorti le soir même vers 19h. Depuis mon départ, je m'étais arrêté pour prendre de l'essence. Je ne me souviens plus exactement à quel endroit. Je ne me suis plus arrêté après. Avant mon départ, je n'avais consommé aucune boisson alcoolisée. Je n'ai pas été distrait et mon véhicule fonctionne parfaitement. Mes freins fonctionnent. Il n'y a eu aucune défaillance mécanique. Dans cet accident, je reconnais avoir refusé la priorité à la conductrice du véhicule adverse. Je me reconnais une part des responsabilités. Je connais bien cet itinéraire, l'empruntant en moyenne 2 fois par quinzaine. Je parcours environ 30 000 kilomètres par an. Je ne vois rien de plus à vous déclarer sur ce regrettable accident. Mirage 4, bombardier stratégique de l'armée de l'air, ravitaillé en vol, armé de la bombe nucléaire AN-22. Premier vol 1959, vitesse Mach 2.2, plafond 20 000 mètres, poids 33 tonnes, équipage, un pilote, un navigateur radariste, 2 turboréacteurs Snecma Atar 9K, de 6750 kg de poussée, constructeur Dassault France, Seita France, vente en France, 35 allumettes environ.
Elle écrivait. Le hamster Gaëtan va bien, le poisson rouge aussi, l'escargot que j'ai trouvé sur les quais, dans un cajot, dans une poubelle de fleuriste, par contre, a l'air un peu malade, bien qu'ayant passé son week-end à Fontainebleau. Tu as le bonjour cordial et affectueux de l'ours Martin. Elle écrivait « J'ai envie de bonheur, de calme. Le bonheur, c'est riche, surtout après les souffrances, et je ne peux pas le concevoir sans toi. Je t'aime plus que tout, mais cela ne m'empêche pas de souffrir. Disons même d'être un peu déséquilibrée, perdue, malheureuse, folle, douloureuse. J'aimerais te donner du calme, de la joie, et cesser d'être torturée pour pouvoir te faire du bien. Pouvoir redevenir comme j'étais au début. Tu as certainement oublié que je n'ai pas toujours été dans cet état. Je suis malade, malade dans ma tête, malade dans mon âme, mais pas dans mon cœur. J'aimerais que tu me rendes heureuse pour te rendre heureux. Et la gentillesse de ne pas regarder mes fautes d'orthographe et de style. Elle écrivait « Une chaise longue vide, une chaise qui porte une grosse casserole noircie par le feu, un pichet, une boîte de Nescafé, une petite table recouverte d'un morceau de Vichy, 4 bols sales, du beurre, du miel, sur le banc de pierre, des coussins à petites rayures rouges et blancs, du pain grillé dans un plateau, du soleil, de l'herbe verte, un tronc d'arbre, des sauterelles qui vous tombent du ciel. Quelle drôle de lettre je fais. Au fond, je n'ai pas envie d'écrire, mais d'être avec toi. » Elle écrivait « Tu as eu raison de ne pas me réveiller. J'ai dormi jusqu'à 11 heures. Je viens de prendre un énorme petit déjeuner, thé, fromage, conf. J'ai essayé de téléphoner pour éveiller les 2 folles, mais elles ne sont pas chez moi. Le début de cette journée n'est pas très excitant, il fait beau, tes voisins s'engueulent, le temps passe, la vie est belle, la vie est triste. Je pense à toi, tu dois bientôt arriver.